François Bon, tiers livre. Je voudrais parler d'André Chénier. Je pars un petit peu à l'aventure. Il y a peu de temps que je suis dans André Chénier. C'est plutôt ouvrir des questions. J'ai simplement découvert que j'en savais tellement peu sur André Chénier. Et pourtant, ces temps-ci, ça revient de plusieurs côtés, des amis qui se reconnaîtront. C'est une sorte d'image qui est là, une image forte, une image rémanente. C'est le tombereau dans la fin de la terreur. On est juste 2 jours avant la mort de Robespierre. À 2 jours près, ça serait peut-être pas arrivé. C'est pas la peine de faire ce genre de suppositions. En tout cas, dans ces assassinats de masse, ces assassinats organisés à Paris tout au long de 1792-1793, on est la fin juillet de 1794. Donc vraiment la queue de comète de cette période de boucherie majeure. Une fin d'après-midi très chaude. Le tombereau amène une vingtaine de types là pour l'échafaud. Ils montent un par un. On dit que ce jour-là va mourir un poète. Ouais, il y a un poète dans le lot. Ce sera le dernier même à avoir la tête tranchée. Mais c'est pas Chénier. Il s'appelle Roucher. Et quand on dit Chénier, à cette époque-là, on pense à Marie-Joseph Chénier, son frère. C'est pas lui, André, le poète. Simplement, l'image qui est là, c'est que dans ce tombereau, quand il arrive sur la place de Grève, il est absorbé dans la lecture de son Sophocle. Et qu'au moment de descendre pour aller sur l'échafaud, il corne la page du Sophocle, le met dans la poche de son paletot et s'en va. Rendez-vous mourir. Alors évidemment, il est légitime pour nous, dans cette période, de s'interroger plus. Il est légitime que cette image revienne nous travailler. Est-ce qu'on a le droit de se consacrer à la littérature quand il y a tant d'ombres menaçantes tout autour, tant d'urgence autour? Et cet exemple de Chénier, est-ce que c'est un exemple de résignation? Non, c'est oui, la littérature jusqu'au bout. Mais si on en fait une image d'Épinal, c'est faux aussi. Alors Chénier, évidemment, on le reçoit, il est déjà en poche, mais quand j'ai voulu me dire non, il faut que j'en sache plus sur ce type, j'ai découvert que les œuvres complètes, attendez, il est mort donc en 1794, il faut attendre 1819, 25 ans après sa mort pour que paraisse une première édition de ses œuvres et qu'il prenne sa place là dans cette armée des ombres. Et on dit que la Révolution n'a pas produit de grands écrivains. Ouais, mais l'œuvre de Chénier, en grande partie, c'est ce qu'il laisse d'inachevé, de non publié. Puis de l'autre côté, il y a les mémoires d'outre-tombe. Ça suffirait déjà pour valider la hauteur de cette période. Mais cette disjonction, cet antagonisme entre les périodes denses dans l'histoire et les périodes où on peut avoir cette joie ou cette liberté intérieure de l'accomplissement littéraire, c'est des choses qui résonnent tout le temps. Tenez, je pense à 1944, dans Fureur et mystère de René Char, il y a ce tout petit moment là où il raconte être avec son petit bataillon de clandestins. Ils sont armés, ils ont des fusils, puis juste en bas dans le hameau, il y a un de leurs copains, un ami poète aussi, qui va être fusillé par les Allemands. Tous les amis de Char, c'est lui le chef, attendent l'ordre de tirer. Ils les ont alignés, les gars. Simplement, Char sait parfaitement que s'il
Ils éliminent les Allemands et sauvent la mise de leurs copains. Le lendemain, le village est brûlé et les morts, ce sera par dizaines. Char ne donne pas l'ordre de tirer. Et Fureur et mystère, il y a un texte de 10 lignes qui nous dit ça. Au même moment, Henri Michaud, qui a pu échapper à son cabanon là, près de Toulon, assigné à résidence, a pu remonter à Paris. Ses seules ressources, c'est la revue Sourd en Amérique du Sud, Borges, qui sollicite des mécènes pour entretenir donner le minimum de ressources à quelques auteurs. Et il est dans une espèce de cahute, de garage qu'il loue là, sur la colline de Boulogne, au-dessus de Billancourt. Il voit les bombes qui tombent sur l'usine Renault. Et presque au jour près, quand Char écrit ce poème dans Fureur et mystère, Michaud... Et moi je peins, moi je dessine. On n'en sort pas de cette contradiction-là. Alors Chénier, je me suis aperçu tout simplement que les œuvres complètes avaient disparu. Le Pléiade, là, il a été édité en 1941, drôle de période. Il a été réimprimé dans les années 50. Mais quand j'ai essayé de l'acheter, c'est important, c'est des livres outils, j'ai besoin là d'appareils critiques. Et encore, vous allez voir celui-ci comme il date. Non, il a fallu que je l'achète sur eBay, figurez-vous. Alors évidemment, il ne m'a pas coûté très cher. Merci eBay, merci le web. Mais ça fait quand même un pincement. Alors évidemment, là, la matière, on l'a. Par contre, il y a une introduction qui est fabuleuse parce que je prends juste un tout petit exemple. C'est Chénier, né en 1762, il naît à Constantinople. Son père est commerçant là-bas, sa mère grecque, même si son père était marié 2 fois. Mais ils reviennent en France quand Chénier a 3 ans. Lui et son frère sont mis en pension de la famille à Carcassonne. Une famille modeste, des gens quasiment encore du milieu agricole. On n'a quasiment aucun renseignement. Les parents disparaissent. Le père va trouver un boulot consulaire au Maroc et va rester là-bas peut-être une 15aine d'années. Et puis la mère, elle va faire sa vie à Paris, elle va se débrouiller. Alors Chénier reste à Carcassonne jusqu'à l'âge du lycée, probablement jusque vers ses 13-14 ans. Là encore, on ne sait même pas la date. Et puis ensuite, à Paris, et par cette tâche consulaire du père, admis dans un bon lycée, le collège de Navarre. Là, comme il s'agit de... Oui, ils ont de l'argent. Donc ils rencontrent des gens plutôt de familles privilégiées, 2 frères, les frères Truden, il y a une avenue Truden à Paris, et ceux-là, ils sont pleins de sous. Le château familial, pas très loin de Paris. Et les 2 frères, il y a une entente qui se fait avec Chénier, ils deviennent plutôt inséparables, ils vont... Chénier passe toutes ses vacances chez eux. Qu'est-ce que ça peut faire, un château? Un de plus, un de moins, c'est le copain des 2 garçons. Et puis il a un autre copain aussi, Panche ou un nom comme ça, et lui aussi, c'est une vie avec un château, etc. Alors qu'est-ce qu'il nous dit, le gars là qui fait le truc de la Pléiade? Parce que vous voyez, c'est pas sérieux, quelqu'un qui prétend à l'intellect, à la poésie, qui sera considéré comme tel, eh bien une grande partie de son adolescence, là, tu passes tes vacances dans des châteaux où t'as même aucun statut. C'est simplement parce que t'es copain avec les fils de famille. Regardez comme il le dit. Pendant les vacances, il l'emmenait dans leur magnifique propriété de Montigny. Chénier acceptait de bonne grâce ces invitations, tout en se rendant compte de l'impossibilité dans laquelle il se trouvait d'en fournir la moindre contrepartie. Un peu plus tard, il se lia avec François de Pange, de 2 ans son cadet, très riche aussi, intellectuellement supérieur au Truden. Ses parents possédaient un superbe château en Champagne. André Chénier y fut invité également. Ainsi, voilà la phrase, tantôt chez les Truden, tantôt chez les de Pange, le jeune écolier s'initiait à une vie de luxe et de raffinement,
qui s'accordait parfaitement avec son caractère fait de nonchalante volupté dont l'avait gratifié dans une assez forte proportion son ascendance levantine. Comment tu veux pas rire alors que sa pauvre maman, à 3 ans, l'a déposée à Carcassonne. Et puis, quel cliché. Bon, il faut passer outre à ce genre de choses. Il y en a d'autres aussi, parce que juste après, par exemple, qu'est-ce que tu fais quand tu affrontes la vie comme ça? Il faut que tu te débrouilles. Par exemple, à moins de 20 ans, il s'engage dans l'armée. Il est envoyé à Strasbourg. Alors, Péade dit il n'aime pas la condition militaire parce qu'avec sa grosse tête, avec son crâne qui a des protubérances, il n'arrive pas à mettre la perruque. Ah ouais, mais non, mais dis, t'as les sources de ça? T'as trouvé une lettre? T'as trouvé une documentation? Non, ça, on se garde bien de vous donner quoi que ce soit. Ouais, avec sa grosse tête, il n'a pas une tête de militaire. Bon, je veux bien. N'empêche que t'as 19 ans, que t'es à Strasbourg, dans une ville où tu connais personne, et puis que lycée ou pas, études grecques ou pas, ce type traduit le grec. Il fait des vers. Vous imaginez tout ce qu'il peut y avoir aussi de brimades, d'incompréhension, de solitude. Il tient 6 mois à Strasbourg, puis il revient à Paris. Puis ensuite, alors ce sera avec les Truden, par exemple. Ils vont aller voyager en Italie. Est-ce qu'on sait beaucoup de choses sur ce voyage? Non, sinon à l'enthousiasme de départ, puis qu'en cours de route, ça foire. Il voulait aller justement à Constantinople. Lui, il aurait revu son pays natal. Finalement, on revient en cours de route et il s'est passé des choses. Bon, on ne saura jamais trop quoi. Ça finit, la relation avec les Truden. Ensuite, il se met au service d'un type qui est ambassadeur à Londres. Alors oui, là, tu as une carrière, tu as un boulot, tu as de l'argent, ça va durer 2 ou 3 ans, et puis même il a droit à un congé. 1 fois par an, 1 mois, il revient à Paris. Et là, cette période londonienne, on sait que pour la langue, pour l'ouverture, c'est quelque chose qui est énormément formateur. D'autre part, est-ce que c'est justement le fait de travailler avec des fonctions, pas des fonctions, mais secrétaire de celui qui a des fonctions dans le milieu diplomatique, juste dans cette période pré-révolutionnaire, est-ce que c'est ça qui le forme, lui, à ce qui sera sa direction politique? Laissons ça comme ça, sans plus. Pas une période où il écrit encore des articles, en tout cas. Bon, en tout cas, il est à Londres quand la Révolution commence. Il revient à Paris en 1790. Et c'est là qu'il y a ce travail d'articles. Et ces articles, tu accueilles la Révolution. La Révolution, qui la contesterait? La Révolution qui pourrait ne pas être conscient du geste de liberté décisif qu'elle ouvre. Simplement, après, ça se referme. Et quand ça se referme, lui, les articles deviennent des articles de protestation. Mais de façon, j'allais dire, qui ne se révèle que rétrospectivement. C'est la fin du roi. Avant que le roi passe dans ce jugement qui le condamnera lui aussi à avoir la tête tranchée, il y a des initiatives prises par l'ambassadeur d'Espagne à Paris, qui sont de verser de l'argent des députés qu'on choisit de façon à obtenir des voix qui s'opposent à la condamnation à mort du roi Louis XVI. Il semble que Chénier, dans cette opération, mais pas directement avec l'ambassadeur, mais c'est-à-dire qu'une fois le roi est condamné et la tête tranchée le 21 janvier 1793, merci, on s'en souvient,
Là, pour lui, c'est la clandestinité. Il part à Rouen, par exemple. Là, il se fait héberger. C'est pas forcément sous des faux noms, mais il y a tellement de brassage qu'on peut se planquer. Il y a quelque chose. Par exemple, ça, pour moi, ça a été une découverte dans ces mois qui sont là, se planquer à Rouen. Fini les articles, le journal de Paris, qui était leur organe d'une révolution, disons, douce, ou d'une révolution qui s'embarque là dans un jeu d'ombre qui ne leur convient pas. C'est des articles qui sont violents. Donc, de Rouen, il part au Havre. Alors, au Havre, les lettres sont codées. On les a, les lettres. Dans ce qu'il laisse entendre, est-ce que c'est partir pour Londres ou est-ce que c'est même partir pour l'Amérique? En tout cas, il séjourne une dizaine de jours au Havre. Est-ce que c'est aussi des questions simplement de finances? Mais au bout de 10 jours, voilà qu'il est revenu à Rouen. Qu'est-ce qui s'est passé? On ne sait pas. Par contre, j'ai découvert, là, dans les esquisses, un projet qui s'appelle America. Et je voudrais vous en lire juste quelques lignes. Alors, c'est très étrange, Amérique, parce que on a... c'est consistant, on a une vingtaine de pages, on a des choses qui sont très rhétoriques, c'est-à-dire le rêve d'une élégie. Et ces notes, là, d'un projet qui s'appelle l'Amérique... Est-ce que c'est avant le Havre? Est-ce que c'est après le Havre? On n'en sait rien. On n'a aucune date. Que dalle. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, quoi. Ouais, on a quasiment une trentaine de pages. Alors, c'est des contradictions. De Chénier le pré-romantique, de Chénier le lyrique, de Chénier le rhétorique. N'empêche que il faut, dans cet ouvrage, soit quand le poète parlera, soit par la bouche des personnages, soit dans les discours prophétiques des êtres surnaturels, décrire de côte en côte absolument toute la géographie du globe aujourd'hui connu. Tu te rends compte? Parlerai-je de la Suède, d'Helsingland, je dirais, là où sont les runes. De la Chine, je dirais, où est la fameuse muraille? Je désignerai tel autre pays en mettant où tel fleuve se promène sous tels arbres, ou bien arrose telles et telles moissons. Il faudra donc que je surmonte ma paresse à écrire et que je ne fatigue plus ma mémoire et que je marque sur le papier les peuples, les productions, le sol, le climat, la religion, la culture, les animaux, toute l'histoire naturelle, les mœurs, les usages, l'histoire, la topographie de tous les pays du globe. L'histoire de Kentucky, à l'ouest de la Virginie, publiée tout à l'heure par Jean Filson, et où se trouvent les aventures du colonel Boone, est très intéressante. C'est le plus beau pays de l'Amérique, arrosé de superbes et nombreuses rivières. Il faudra le peindre en désignant les lieux par leur production, comme je peindrai toute la géographie du globe. C'est ainsi que fait Homère. On trouve dans cette histoire du Kentucky un fait curieux. C'est une colonie de Gallois qui s'est trouvée dans l'Amérique septentrionale. On présume que ce sont des Gallois que l'histoire rapporte avoir quitté leur pays au XIIe siècle. Il faudra examiner tout cela, tout voir, aller partout, tout savoir et tout dire. Je vous jure que ces 30 pages de l'Amérique, même si c'est juste un embryon de projet, d'une part, il y a du rêve qui se met là, parce qu'il est déjà tellement écrasé par les ombres là, de la terreur. Mais en plus, il y a cette semaine passée au Havre, dont on ne saura strictement rien qu'une lettre codée disant que ça ne peut pas se faire comme il avait rêvé que ça se fasse. Ensuite, il y a retour en région parisienne, il y a plusieurs planques comme ça. Et là aussi, c'est cette période poétique, il n'y a plus d'articles. Par contre, il y a encore des textes qui viennent, qui sont durs, qui prennent position plus radicalement.
Est-ce qu'il avait une chance, Chénier, d'échapper? Non, par contre, quand il est pris à Passy, il est pris par... Il est justement avec une femme, attendez, il faut que je regarde ma petite anti-sèche. Elle s'appelle Émilie Lucrèce d'Esta. Et c'est une de celles qui s'est là mêlée beaucoup plus, bien plus radicalement que lui, de ces tentatives de soudoyer des députés pour acheter des votes contre la mort de Louis XVI. Et ben, lui, en fait, il se met en avant pour qu'elle puisse s'extirper et puis qu'il la relâche. Et en gros, c'est comme ça qu'il est arrêté. S'il n'y avait pas eu besoin de protéger cette dame, il passait à travers. Par contre, une fois qu'il est pris, c'est fini. C'est fini, il est mis à Saint-Lazare. Et à Saint-Lazare, il y a quand même encore au moins 4 mois, 5 mois. Ce qui est très étrange, c'est que... donc il y a ces poèmes... Je suis un petit peu dans le désordre, mais c'est comme si je faisais maintenant un grand flashback dans les yambes. Alors, les yambes, c'est ces versets dissymétriques, un long, un bref, un long, un bref. André Markovix me pardonnera, il y a des choses rythmiques beaucoup plus précises. Mais il parle de cette prison de Saint-Lazare. Pour en dire quoi? On vit infâme. Eh bien, il fallut l'être. L'infâme, après tout, mange et dort. Ici même, en ces parcs où la mort nous fait paître, où la hache nous tire au sort. Beaux poulets sont écrits, maris, amants sont dupes, caquetage, intrigues de sots, on y chante, on y joue, on y lève des jupes, on y fait chansons et bons mots. L'un pousse et fait bondir sur les toits, sur les vitres, un ballon tout gonflé de vent. Comme sont les discours de cette semblable Bélitre dont Barrère est le plus savant, etc. Le pourvoyeur paraît. Quelle sera la proie que la hache appelle aujourd'hui? Voilà que ce n'est pas encore lui, ce sera toi demain, insensible imbécile. Comment il n'y aurait pas de résonance énorme? Et puis évidemment, le 9e de ces yambes conservés, retrouvés, publié 25 ans après lui, où là, c'est soi-même devant la tombe. Comme un dernier rayon, comme un dernier zéphyr, anime la fin d'un beau jour, au pied de l'échafaud, j'essaye encore ma lyre. Peut-être est-ce bientôt mon tour, peut-être avant que l'heure en cercle promené ait posé sur les mailles brillants dans les 60 pas où sa route est bornée, son pied sonore et vigilant. Le sommeil du tombeau pressera ma paupière avant que de ces 2 moitiés sévères que je commence ait atteint la dernière, peut-être en ces murs effrayés, le messager de mort, noir recruteur des ombres, escorté d'infâmes soldats, ébranlant de mon nom ces longs corridors sombres où seul dans la foule à grands pas gère aiguisant ses dards, persécuteur du crime, du juste trop faible soutien. Sur mes lèvres soudain va suspendre la rime en chargeant mes bras de liens, me traîner, amassant en foule à mon passage mes tristes compagnons reclus qui me connaissent tous avant l'affreux message, mais qui ne me connaissent plus. Eh bien, j'ai trop vécu. Quelle franchise auguste de mal, constance et d'honneur, quels exemples sacrés, doux à l'âme du juste, pour lui, quelle ombre de bonheur, etc., etc. Sans percer, sans fouler, sans pétrir dans leurs fanges ces bourreaux, barbouilleurs de loi, ces vers cadavéreux de la France asservis, égorgés, ô mon cher trésor, ô ma plume, fiel, bile, horreur, Dieu de ma vie, pour vous seul, je respire encore. Pour moi, il n'y a que d'Agrippa d'Aubigné, que ces vers-là, ces derniers yambes de Chénier puissent s'approcher. Le choix même du yambe, qui est aussi d'Aubigné, dans les psaumes de d'Aubigné, par exemple. Il y a aussi des choses qui sont... qui là nous ouvrent cette chose qui est forcément glauque en nous.
Bien sûr, on connaît tous le tableau de Charlotte Corday assassinant Marat. Vous savez, quand Abel Gance filme la Révolution française, c'est à Artaud qu'il confie le rôle. Eh bien, lui fait un poème hommage à Charlotte Corday. Ode à Marie-Charlotte Corday. Quoi? Tandis que partout, où sincère ou feinte, des lâches, des pervers, les larmes et les plaintes consacrent leur Marat parmi les immortels, et que prêtre orgueilleux de cette idole vile, des fanges du Parnasse, un impudent reptile vomit un hymne infâme au pied de ses autels. La vérité se tait. Dans sa bouche glacée, des liens de la peur, sa langue embarrassée, dérobe un juste hommage aux exploits glorieux. Vivre est-il donc si doux? De quel prix est la vie quand sous un joug honteux la pensée asservie, tremblante au fond du cœur, se cache à tous les yeux? Non, non. Je ne veux point t'honorer en silence, toi qui crus par ta mort ressusciter la France, et dévoie tes jours à punir des forfaits. Le glaive arma ton bras, fille grande et sublime, pour faire honte aux dieux, pour réparer leurs crimes, quand d'un homme à ce monstre ils donnèrent les traits. Le noir serpent sorti de sa caverne impure a donc vu rompre enfin sous ta main ferme et sûre le venimeux tissu de ses jours abhorrés. Aux entrailles de tigre, à ses dents homicides, tu vins redemander les membres livides et le sang des humains qui l'avaient dévoré. Son œil mourant t'a vu en ta superbe joie, féliciter ton bras et contempler ta proie. Ton regard lui disait: va, tyran furieux, va, cours, frayer la route aux tyrans tes complices. Te baigner dans le sang fut tes seules délices. Baigne-toi dans le tien et reconnais les dieux. Donc c'est ça la problématique. C'est-à-dire, tu te constitues assassin pour liquider l'assassin. Ça renvoie ça, cet antagonisme dont je parlais, des positions de Char et de Michaud. Il reste quoi du rôle de l'État? Il reste quoi du juste? Il reste quoi du destin individuel? Il reste quoi quand tu prends le droit de tuer celle ou celui qui tue? On ne peut pas aborder Chénier sans se confronter à ça. Qu'est-ce que ça change à la poésie quand tu écris sachant, la mort au bout, que tu écris quand même? C'est-à-dire que l'image du type sur son tombereau, qui ne sera même pas honoré comme poète, ce sera Roucher, repliant son Sophocle avec la page cornée, le mettant dans sa poche. Il faudra 25 ans pour entendre ça. Est-ce à moi de mourir? Tranquille, je m'endors, et tranquille, je veille, et ma veille au remords, ni mon sommeil ne sont en proie. Ma bienvenue au jour me rit dans tous les yeux, sur des fronts abattus, mon aspect dans ces lieux ranime presque de la joie. Mon beau voyage encore est si loin de sa fin, je pars. Et des ormeaux qui bordent le chemin, j'ai passé les premiers à peine. Au banquet de la vie, à peine commencé, un instant seulement mes lèvres ont pressé la coupe en mes mains encore pleine. Je ne suis qu'au printemps, je veux voir la moisson. Et comme le soleil de saison en saison, je veux achever mon année, brillante sur ma tige et l'honneur du jardin. J'ai vu luire encore que les feux du matin, je veux achever ma journée. Ô mort, tu peux attendre, éloigne-toi, va consoler les pleurs que la honte, l'effroi, le pâle désespoir dévore. Pour moi, palaissent encore à des asiles verts, les amours des baisers, les muses des concerts. Je ne veux point mourir encore. Et vous voyez au passage tout ce que Baudelaire lui prend. Comment Baudelaire, hop là, insuffle, aspire pour
repartir là. Oh, quand lui commence par mon esprit, Baudelaire il fera mon esprit, mais la lancée, elle est directe, la continuité est directe. Alors on a eu une discussion ces jours-ci, sur Facebook aussi, il y a le meilleur dans ces réseaux. Ces petits échanges qui se tissent, puis ces rencontres de gens qui a priori n'avaient rien à voir et qui commencent à discuter là parce qu'on s'est mis ensemble là-dessus. Bon, Rimbaud meurt en 1890, presque 100 ans après Chénier. Il entre seulement en 1954 dans l'univers scolaire. Mais aujourd'hui encore, ce qu'on apprend de Rimbaud à l'école, c'est pas Saison en enfer, c'est le bateau ivre, peut-être sonner des voyelles, mais même pas l'illumination. Pour Chénier, est-ce que c'est cette problématique-là qu'on va ouvrir? Certainement pas. Par contre, oui, les bucoliques. Et les bucoliques, c'est tout ce jeu avec une mythologie qui peut nous sembler beaucoup plus lointain. Médée, la jeune Locrienne, Chryzée, Arcas et Bacchilis. Vous les connaissez, ces poèmes? Moi, je ne les connaissais même pas. Pasiphae, l'enlèvement d'Europe, Proserpine, Diane. Et puis, là, comme une sorte de miracle, poème numéro 9, la jeune Tarentine. Et découvrir que, moi, ça ne m'est pas arrivé, mais que la jeune Tarentine servait aussi, là, dans l'univers scolaire, de ces poèmes qu'on apprend par cœur pour entrer dans la rythmique, ce qui fait le chant profond de la langue. La jeune Tarentine, pleurez, doux alcyons, ô vous, oiseaux sacrés, oiseaux chers à Thétis, doux alcyons, pleurez. Elle a vécu, mytho. La jeune Tarentine, un vaisseau la portait au bord de Camarine. Là, l'hymen, les chansons, les flûtes lentement devaient la reconduire au seuil de son amant. Une clé vigilante a pour cette journée dans le cèdre enfermé sa robe d'hyménée, et l'or dont au festin ses bras seraient parés, et pour ses blonds cheveux les parfums préparés. Mais seul sur la proue, invoquant les étoiles, le vent impétueux qui soufflait dans les voiles l'enveloppe, étonnée et loin des matelots. Elle crie, elle tombe, elle est au sein des flots. La jeune Tarentine, son beau corps a roulé sous la vague marine. Son beau corps a roulé sous la vague marine. Alors qu'est-ce que ça peut faire si ça reste, mais que nous, dessous, on sait qu'il y a tout ça? C'est avoir acheté sur eBay un Pléiade de 875 pages fait d'une poignée, d'une douzaine de lettres, de fragments que celui qui a été guillotiné le 25 juillet 1794, 2 jours avant la mort de l'arrestation ou la mort, je ne sais plus, de Robespierre. C'est des fragments interrompus, des notes, des bouts d'histoire, des apologues. Évidemment, des articles aussi sur les lettres et les arts. Les lettres et les arts, en temps de terreur, des projets de préface, vers épars. Et puis, là, 30 pages qui s'appellent l'Amérique. Sauf qu'on ne saura jamais rien sur ce qui s'est passé cette semaine où, depuis sa planque du Havre, en 1792, il va passer 10 jours pour essayer de trouver un bateau, soit pour Londres, soit pour l'Amérique. Et que, en tout cas là, ça fait 3 semaines qu'il est sur ma table, Chénier. Besoin de cette proximité.